qui va se transformer avec des pneumonies, hein, et une température élevée. La température élevée va être liée donc à la réaction de l'organisme pour réaliser une homéostasie quelconque, thermique, l'essoufflement, la perte d'appétit et tant d'autres de signes qui sont des signes graves et qui vont mettre en place un plateau clinique dangereux pour le patient. Alors, l'organisme va réagir par rapport donc à ces différents symptômes. Donc, rappelons que l'organisme va réagir de façon simple et de façon générale par des mécanismes de défense que nous pouvons considérer comme des mécanismes non spécifiques. Et puis après, il y aura des mécanismes spécifiques au virus. Alors, ces mécanismes non spécifiques-là vont constituer pour nous, nous pensons, la première barrière de protection. La première barrière. Alors, les consignes qu'on nous donne aujourd'hui de distanciation et autres sont des consignes qui participent à mettre en place cette barrière-là. Mais au sein de l'organisme, les barrières vont être des barrières du tissu épidermique. J'allais dire même épithélial parce que l'épithélium, c'est l'épithélium externe, mais tous nos organes sont traversés par un épithélium. Et donc, la première barrière va être une barrière épithéliale. Ensuite, des sécrétions de mucus pour enrôler le virus, pour le piéger et l'éliminer. Des sécrétions d'acide pour créer des conditions d'inactivation. Et puis, la phagocytose également par les cellules de protection. Et puis ensuite, va venir la réponse immunitaire. Cette réponse immunitaire permet de mettre en place les mécanismes de défense spécifiques. Les mécanismes de défense spécifiques sont des mécanismes de type humain qui vont commencer par l'inflammation. Après, les mécanismes spécifiques vont se compliquer, vont s'améliorer pour pouvoir lutter contre l'intrus invasif. Alors, cette inflammation est une bonne chose parce que l'inflammation a un effet protecteur. Aujourd'hui, il y a toute une réglementation sur le traitement des patients de la COVID par l'utilisation ou bien la non-utilisation de certains anti-inflammatoires parce qu'effectivement, il faut aider l'organisme donc à lutter contre le virus et donc je ne dirais pas à favoriser l'inflammation, mais il ne faut pas interrompre l'inflammation qui est une réaction de défense spécifique. Alors, ce mécanisme de défense spécifique va se mettre en place progressivement et va amener donc un flux de sang sur le lieu de l'invasion microbienne. Alors, cette invasion, ce flux va occasionner forcément une migration des leucocytes, qui sont donc les cellules de défense. Ces leucocytes vont entraîner progressivement donc une augmentation de la température liée donc aux réactions de métabolisme et de défense. Et cela va se terminer par des douleurs, par des douleurs de tout genre, musculaires, des douleurs nerveuses, des suppurations. Et la suppuration va être le stade final d'élimination de l'agent pathogène. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme de défense spécifique, quand il se met en place, il permet à l'organisme de disposer pour toujours d'une réponse immunitaire contre le même agent invasif. Alors, ce même agent pathogène, pour la prochaine fois, va rencontrer un terrain prédisposé donc à lutter et à défendre donc l'organisme. Alors, puisque nous savons maintenant que voilà, ce sont les leucocytes qui vont jouer ce rôle-là, donc il faut augmenter la compétence immunitaire des patients, la compétence immunitaire des populations, tout simplement. Alors, comment mobiliser les leucocytes? Il faudra les mobiliser en stimulant donc l'hématopoïèse. L'hématopoïèse qui se met en place à partir des cellules souches pour pouvoir assurer la régénération des cellules sanguines. Parmi ces cellules sanguines, les leucocytes. Il faudra aussi mobiliser les leucocytes à travers une stimulation des productions hormonales qui agissent sur donc,
la défense immunitaire en produisant donc les cellules de défense nécessaires, c'est-à-dire, nous prenons ici le cas de la thymuline, qui est une hormone sécrétée par le thymus. Ensuite, la désintoxication aussi post-apoptose, qui est un phénomène de réparation des dommages. C'est le cas donc de la protéine métallothionéine, qui est une protéine sécrétée et qui participe à la désintoxication de l'organe, à la désintoxication des cellules envahies par le virus, à la désintoxication donc de l'individu, du patient, et l'élimination, donc la réparation donc des tissus. Alors, si d'une part, on peut mobiliser, stimuler les cellules de défense par l'alimentation ou bien par l'hématopoïèse, on peut aussi donc stimuler ces dernières par un apport en nutriments pour rendre performant donc l'immunité. Alors, ces nutriments-là, quels sont ces nutriments-là qui vont nous intéresser? Ce sont des micronutriments, le fer, le zinc, voilà, les éléments ioniques, le cuivre, le sélénium. Ensuite, les métabolites secondaires aussi qui sont présents dans les produits, surtout les produits végétaux. Et puis les vitamines. Alors, sur la figure d'à côté, nous voyons comment les différents micronutriments agissent, à quel niveau ils agissent et comment ils mobilisent ou bien ils rendent plus compétent, donc immunitairement parlant, donc l'individu. Les vitamines vont agir sur les épithéliums qui sont les premières barrières. Nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, il faut renforcer ces premières barrières épithéliales par une alimentation riche en vitamines A, C, E et en zinc. Le zinc est le petit chouchou donc, de ces micronutriments parce que plusieurs travaux ont suffisamment montré que le zinc vraiment augmente l'immunité, la compétence immunitaire. Alors, au niveau des cellules immunitaires elles-mêmes, les micronutriments qu'il faudra aller chercher sont toujours les vitamines et puis des micro-éléments comme le zinc, encore une fois, le sélénium, le cuivre et le fer. Alors, pour ce qui est des anticorps de protection, toujours le zinc, le cuivre, le fer, le sélénium arrivent, plus les autres vitamines, la vitamine A, la vitamine D et la vitamine C qui est un antioxydant puissant et qui va aider l'organisme à se remobiliser, à se revivifier pour pouvoir lutter contre l'invasion. Alors, la vitamine A, on va la retrouver dans plusieurs types d'aliments assez variés. Et cette vitamine A joue un rôle important dans l'hématopoïèse. Nous disions tout à l'heure qu'il faut stimuler l'hématopoïèse et la vitamine A va jouer ce rôle-là si nous consommons ces variétés d'aliments régulièrement de façon orientée. Alors, la demande journalière recommandée est de 800 microgrammes par jour et quand l'alimentation est bien équilibrée, je pense que l'individu ne sera ni en carence en vitamine A, ni en carence en vitamine B, parce que la vitamine B12 aussi est une vitamine qui stimule le système immunitaire. Les travaux qui le démontrent sont nombreux et nous vous faisons donc, nous ne les présentons pas ici en référence. Mais la vitamine B12 est ainsi connue pour stimuler le système immunitaire. Il faut aller la chercher dans les aliments qui sont disponibles, qui sont présents dans les localités des différents patients. Nous sommes au Sénégal, par exemple, et en Mauritanie, des pays de côte. Donc, nos produits marins contiennent suffisamment de vitamine B12 pour qu'on ne s'en prive pas. La vitamine C, puissant antioxydant, donc va lutter contre les infections d'une façon générale et va redonner donc du pouvoir au patient ou bien à l'individu. Cette vitamine C, on va la retrouver dans plusieurs types d'aliments, notamment le brocoli, le persil et les autres fruits, notamment venant des agrumes. Mais nous pouvons retrouver dans nos localités, nous, ce qui nous concerne ici, les fruits locaux, les fruits qui sont proches, qui sont à notre disposition et qui sont riches en vitamine C doivent être consommés donc abondamment
pour renforcer l'immunité de l'organisme. La vitamine D y est aussi pour beaucoup, parce que la vitamine D stimule les défenses muqueuses. Or, les défenses muqueuses, ce sont les défenses épithéliales. Ce sont les premières barrières. Voyez, cette défense muqueuse-là, quand elle est forte, elle est compétente, elle permet donc de limiter donc les dégâts. Cette vitamine D joue également un rôle immunomodulateur donc, sur le système immunitaire. La vitamine E, aussi, surtout chez les personnes âgées, la vitamine E donc, va être prônée beaucoup plus chez les personnes âgées que les... Alors, en dehors des vitamines, il y a également les micronutriments comme le fer, connu pour son action hématopoïétique. Donc, c'est une réponse à la question que nous avons, ou bien à la solution que nous avons donnée au départ, en disant que pour renforcer l'immunité du point de vue alimentaire, il faut donc stimuler l'hématopoïèse. Alors, le fer